Cher auditeur, lecteur libre et indomptable, tu portes sûrement en toi tes livres cultes qui t'ont éveillé et transformé, auxquels tu repenses avec émoi et gratitude, avec qui tu converses toujours pour traverser tes nuits. C'est si intime la lecture, et pourtant parfois, en relevant le nez, on découvre que c'est tout un collectif qui résonne à l'unisson de ces pages qui parlent si bien de soi-même. Sans crier gare, ces livres ont fait bouger des lignes de fond de la société qu'on croyait inébranlables. Ancrés dans leur époque, ils continuent pourtant, des années plus tard, à résonner avec une mystérieuse acuité. Nous sommes partis à la rencontre de lecteurs qui témoignent de la façon dont ces livres ont changé leur vie, par petites ou grandes révolutions. Peut-être que ces livres, cher auditeur, te parleront de toi. Livre culte pour lecteurs rebelles. Ce que d'abord vous nous montrez, Voyage, c'est notre ordure lancée au visage de l'humanité. Triste tropique, l'invitation au décentrement. Élise Gruau, Anna Smuck. Je trouve que ce passage, il est vraiment édifiant. Comment la prétendue évasion du voyage pourrait-elle réussir autre chose que de nous confronter aux formes les plus malheureuses de notre existence historique? Cette grande civilisation occidentale, créatrice de merveilles dont nous jouissons, n'a certes pas pu les produire sans contrepartie. Ce que d'abord vous nous montrez, voyageurs, c'est notre ordure lancée au visage de l'humanité. Je comprends alors la passion, la folie, la duperie des récits de voyage. Ils apportent l'illusion de ce qui n'existe plus et qui devrait être encore, pour que nous échappions à l'accablante réalité que 20 000 ans d'histoire sont joués. Je hais les voyages et les explorateurs. En 1955, Claude Lévi-Strauss publiait Triste tropique, où il posait la question « Comment devient-on ethnologue ?» Rétrospectivement, on serait tenté de répondre « C'est en lisant Triste tropique ». Tant sont nombreux les lecteurs, médecins, philosophes ou sociologues qui se sont convertis à l'ethnologie et sont partis faire des terrains aux quatre coins du monde. Et voilà, je trouve que ce passage, il est d'une actualité folle, et surtout lorsqu'on se rappelle à l'époque où il a été écrit. Nastasia Martin. Et que c'est justement cette question du voyage et des tourismes est loin d'être du passé. C'est même plus que jamais actuel, avec le maillage d'avions low cost qui entourent la planète. Absolument, et le nombre d'îles, pensez à l'Asie du Sud-Est, détruites pour créer des hôtels tous plus beaux les uns que les autres, au détriment des populations qui vivaient sur ces îles, qui sont mises dehors. Et ça, c'est l'actualité partout sur toute la planète. Soit que on se place dans des endroits qui sont bons à vendre d'un point de vue touristique, donc qui vont disposer de plages, de cocotiers, de chaleur, etc. Et si on est dans des contrées du Nord qui sont a priori inhospitalières et donc des grandes banquises gelées, mais qui par chance disposent de pétrole sous la surface, parfait, nous allons aller exploiter pour justement permettre à ces avions low cost d'emmener tous ces touristes occidentaux en voyage partout dans le monde. Et ça, c'est la réalité du monde actuellement. Et donc j'avais 17 ans. Alors j'étais à l'époque étudiante en première année de sociologie à Grenoble et on avait un cours d'anthropologie par un professeur qui est mort depuis, qui était un très grand professeur qui s'appelait Alain Pessin et qui m'a mis à moi et aux autres étudiants Triste tropique dans les mains. Ça a été une vraie rencontre. D'abord une rencontre littéraire, parce que j'ai été immédiatement séduite par la langue et l'écriture de Claude Lévi-Strauss, et puis ensuite une porte qui se dessinait, une ouverture vers peut-être que moi aussi je pourrais faire de l'anthropologie. Partir voir plus loin si d'autres mondes existaient encore, malgré le rouleau compresseur de la colonisation qui, comme
Claude Lévi-Strauss l'explique très bien, a sévi même dans les contrées les plus reculées en Amazonie. Et donc, c'était de se poser la question, en fait, existe-t-il encore des collectifs, des sociétés humaines qui organisent leur rapport au monde sous d'autres normes que les nôtres ici en Occident? Claude Lévi-Strauss. Quand je suis rentré du Brésil en 1939, je m'étais mis à écrire un roman. Ce roman s'appelait Triste Tropique. Je crois que j'ai écrit une trentaine de pages et ça m'a convaincu que je n'étais pas fait pour ce genre de littérature et j'ai tout abandonné. Et quand, des années plus tard, en 1954, j'ai écrit le livre qui porte aujourd'hui ce titre, j'ai conservé ce vieux titre du roman qui restait flottant dans ma mémoire. Mais il n'y a pas de relation directe, sinon le fait qu'aussi bien dans les tropiques vides d'Amérique du Sud et dans les tropiques bondés de l'Asie du Sud, où je m'étais rendu quelques années plus tard, j'avais ressenti, pour des raisons diverses, la même impression de tristesse. Alors, le titre se trouvait en quelque sorte justifié rétrospectivement, mais sans qu'il y ait un véritable lien historique. Vincent Debanne, vous êtes professeur de littérature à l'Université de Genève et vous avez édité Triste Tropique dans le volume de la Pléiade de Lévi-Strauss en 2008. Le titre Triste Tropique, qu'est-ce que c'est ? Triste Tropique, effectivement, c'est un titre qui manifeste une sorte de déception. De déception ou en tout cas de rejet du cliché exotique qui voudrait que les tropiques soient enchanteurs, en fait. Les tropiques ne sont pas enchanteurs, ils sont tristes. Ils sont tristes non pas en tant que tels, mais ils sont tristes parce qu'ils sont souillés par la prolifération occidentale et ils sont tristes parce qu'ils sont tragiques. Ils sont tristes comme est triste le regard du jeune indien Nambiquara sur la couverture. Il y a une sorte de mélancolie. Et je veux dire, c'est ça qui fait la singularité de ce récit au sein de la littérature ethnologique. C'est qu'il y a une ampleur de réflexion, d'une part, qu'on ne trouve pas partout, mais il y a aussi un caractère... ce que Lévi-Strauss nous donne à sentir, c'est le caractère extrêmement poignant de cette expérience qui est celle de la disparition des sociétés. Les Nambiquara, en fait, c'est une société mourante. Et les Bororo qu'il peut observer en 1935, Lévi-Strauss sent bien que ce sont les dernières possibilités de voir cela. Et puis il y a une culpabilité aussi, parce que Lévi-Strauss lui-même sait bien qu'il est l'émissaire de cette civilisation qui détruit les Bororo. C'est un livre qui rencontre des préoccupations et des angoisses contemporaines en 1955 qui sont très vives. L'angoisse engendrée par le progrès technique. Et au fond, c'est un livre habité par un sentiment de culpabilité. Pas par une culpabilité personnelle, mais c'est un livre qui rend sensible et qui dénonce aussi, avec beaucoup de vigueur dans les premières pages, dans les premiers chapitres, cette œuvre de destruction de la civilisation occidentale qui écrase toutes les autres formes de sociabilité et puis qui par ailleurs souille et détruit la nature et l'environnement de ces sociétés-là, quoi. Voilà, Triste Tropique, c'est la première édition. Emmanuel Terret. Celle qui date de 1955, alors vous voyez qu'elle est un peu rafistolée, parce qu'elle a beaucoup servi. Il y avait une couverture qui est reproduite dans l'édition de poche, et malheureusement la couverture a disparu. Sinon, c'est un livre de 450 pages à peu près, avec en plusieurs parties. Une première introduction générale sur le thème du voyage, avec la célèbre première phrase « Je hais les voyages et les explorateurs », qui est un peu paradoxal pour un livre qui est tout entier consacré au voyage, à l'ailleurs.
Il y a une seconde partie qui, à l'époque, n'avait pas tellement attiré mon attention, mais qui est consacrée à l'Inde et qui est extrêmement intéressante en réalité. Alors ensuite, il y a le chef-d'œuvre du livre, c'est-à-dire l'Amérique latine et les 4 tribus brésiliennes, Caduveo, Bororo, Nambiquara et Tupicavaíbe, avec une description ethnographique extrêmement précise de ces 4 sociétés, et très bien conduite, enfin, pour un anthropologue, c'est une espèce de modèle, me semble-t-il. Et puis il y a une dernière partie, alors plus conclusive, où on revient d'ailleurs à l'Inde et on revient en particulier à l'islam, avec un jugement relativement sévère sur l'islam. Et puis les dernières pages sont des pages de conclusion générale. Triste Tropique raconte comment Lévi-Strauss est devenu ethnologue, au fond, c'est ça, je pense. Si on devait résumer l'intrigue ou le récit, ça serait ça. Fondamentalement, c'est un texte qui se concentre sur les années de Lévi-Strauss, 1934-1939, c'est-à-dire du moment où il quitte la France jusqu'à son retour du Brésil en 1939. Donc il quitte la France en 1934, il va enseigner au Brésil. C'est là qu'il découvre l'ethnologie et il mène 2 expéditions, une assez brève, une plus longue, sur le plateau brésilien. Et ce sont ces années-là que Lévi-Strauss, 15 ans après, décide de raconter dans Triste Tropique. En un sens, c'est la mise en ordre de ce moment extrêmement troublant qu'a été pour lui la rencontre avec les Indiens du Mato Grosso, ce qui est le nom du plateau brésilien en question. Et puis, vous avez ce cahier photographique des Indiens Nambiquara, qui sont ceux auprès desquels il est resté le plus longtemps. Dans ces photos, en fait, on saisit les Indiens dans des moments d'intimité où on voit des familles chahutées, des enfants, des parents faire des câlins avec leurs enfants, et dans lesquels les lecteurs vont se reconnaître, parce que c'est l'intimité de chacun. Et en même temps, c'est à la fois donc très proche, et d'un autre côté, c'est très loin, parce que ce sont des Indiens qui sont nus, qui ont quelques ornements dans le nez, des barres nasales ou des labrets dans la lèvre, qui ont quelques ornements en plumes, et qui dorment dans la cendre, enfin qui sont vraiment littéralement couchés dans la poussière. Et donc vous avez ce sentiment à la fois de grande proximité, de très grande distance, je pense qui a beaucoup contribué au caractère fascinant du livre. J'ai une leçon à vous enseigner sur les raisons pour lesquelles nous allons à l'école aujourd'hui. Nos ancêtres n'avaient pas les livres de l'homme blanc. Maintenant, il est de notre intérêt d'aller à l'école. Mais si nous n'apprenons que la langue de l'homme blanc, sa culture deviendra inévitablement la nôtre. C'est pour cela qu'il faut que vous appreniez à écrire dans votre propre langue. Triste Tropique paraît dans la collection Terre Humaine, en fait, en 1955. C'est une collection aujourd'hui célèbre. Triste Tropique est le 2e volume de cette collection. Elle a été fondée par Jean Mallory aux éditions Plomb. Le premier volume est de Mallory lui-même, c'est Les Derniers Rois de Thulé, c'est le récit des expéditions de Mallory chez les Inuits. Et c'est un peu à l'instigation de Mallory, il ne faut pas exagérer le rôle de Mallory dans cette affaire, mais c'est quand même à son instigation, en tout cas à son initiative, que Lévi-Strauss fait quelque chose qu'il avait envie de faire depuis longtemps, sans doute, qui est de, à la fois raconter ses expéditions, revenir sur cet épisode de son passé et aussi mettre de l'ordre dans une expérience extrêmement désordonnée, ce qui aussi très concrètement se traduit par des tas de papiers, des bouts de carnet, des projets de romans, des photos qui sont dans son bureau et qu'il décide de coudre ensemble en quelque sorte pour nous donner ce patchwork en quelque sorte qui est Triste Tropique. Le début est plutôt assez enthousiasmant. Lévi-Strauss a l'impression de comprendre les Bororo progressivement, de comprendre les Caduveo, et puis au fur et à mesure, l'expérience se dissout, comme il dit. L'aventure lui donne un sentiment de vide, et il arrive auprès des Nambiquara, et auprès des Nambiquara, il a le sentiment en fait de ne pas comprendre au fond ce qui lui arrive. Ce sont les passages peut-être les plus célèbres et aussi les plus poignants de Triste Tropique. Il a le sentiment que l'altérité exotique à la recherche de laquelle il était parti se dérobe en fait, ne se donne pas dans l'expérience. Au fond, le récit des expéditions lui-même est plutôt un récit d'échec. Et c'est la remémoration 15 ans après qui va convertir cet échec, sinon en succès, en tout cas va lui donner du sens, quoi. Il écrit
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui l'a obligé lui-même à fuir l'Europe en tant que juif. Le retard avec lequel Triste Tropique est écrit est un élément fondamental pour la compréhension du livre. Et au fond, ce que fait Lévi-Strauss en 1955, c'est qu'il relie cette expérience passée de confrontation décevante avec l'altérité, il la relie inconsciemment, je pense, en fait, mais il la relie au prisme de sa propre expérience de juif exilé à New York. L'un des ressorts de l'écriture de Triste Tropique, c'est l'identification entre son expérience de gibier de camp de concentration, c'est une expression du livre, il dit « j'étais moi un gibier de camp de concentration », proximité entre cette expérience de gibier de camp de concentration qui est la sienne dans les années 40 et expérience de gibier de la civilisation mécanique qui est une autre formule du livre et qu'il emploie pour désigner les Nambiquara cette fois. Donc le caractère à la fois poignant et tragique de ce livre, je pense, tient en grande partie à ça, si vous voulez, au fait que Lévi-Strauss réordonne son expérience passée depuis son expérience récente qui est celle d'un juif persécuté qui a dû quitter l'Europe, qui s'est réfugié aux États-Unis. Et c'est au miroir de cette expérience-là qu'il ressaisit l'expérience de destruction des civilisations, des sociétés amérindiennes. Le livre a eu tout de suite un écho important. Sa qualité scientifique, d'une part, et sa qualité littéraire, bien entendu, parce que c'est admirable. Lévi-Strauss est un grand écrivain, quand même, c'est admirablement écrit. Bon, a fait tout de suite que ce livre a eu une très forte réputation tout de suite, et c'est cette réputation qui m'a amené à le lire. Vous, Emmanuel Terret, en 1955, vous étiez étudiant de philosophie ? Au départ, je me destinais à la philosophie. Et puis, d'une part, au bout d'un certain temps, les études de philosophie me paraissaient conduire à une carrière qui se déroulerait entre la salle de cours et les bibliothèques. Et je trouvais ça un peu confiné. Et par conséquent, je souhaitais davantage, le grand large. Bon, ça a été une des premières raisons. La deuxième raison étant que, nous étions en pleine guerre d'Algérie, et la France donnait d'elle-même à cette époque un visage proprement hideux, avec... vous savez ce qu'a été la guerre d'Algérie, avec son cortège de massacres, de tortures, etc. Et ça me donnait aussi envie de partir ailleurs, parce que je ne me sentais pas bien dans ce pays. Alors, tout ça a fait que la tentation de l'anthropologie est venue très vite, et elle a évidemment été alimentée par deux livres, d'ailleurs, de Lévi-Strauss. Celui-ci, Triste Tropique, avec... la mise en évidence des vertus du voyage ethnologique, et puis par les structures élémentaires de la parenté, que j'ai lu aussi à ce moment-là, qui était paru un peu plus tôt, en 1949, mais que je n'ai lu qu'à ce moment-là, et qui m'ont apparu comme une extraordinaire performance intellectuelle. Là où était le désordre, il introduisait l'ordre. Très vite, en fait, le livre est très bien reçu par la presse quotidienne, en quelque sorte. Il y a des comptes rendus très tôt dans toutes sortes de journaux, et puis très vite, les grandes plumes du temps, Maurice Blanchot, Michel Léris, Raymond Aron, disent tout le bien qu'ils pensent de ce grand livre. Georges Bataille aussi, qui écrit un compte rendu magnifique qui s'appelle « Un livre humain, un grand livre » dans la revue Critique, qui est un texte absolument génial. Et donc, au point même que le jury du prix Goncourt produit un communiqué pour dire qu'en fait ils auraient bien aimé donner le prix Goncourt à Triste Tropique, mais que malheureusement les termes du testament d'Edmond de Goncourt sont formels. On ne peut donner le prix Goncourt qu'à une œuvre de fiction. Et auprès des lecteurs ordinaires ? C'est un grand succès, c'est un succès de librairie immédiat qui va ne faire que se confirmer dans la suite. Je pense que le livre a du succès parce qu'il y a quelque chose en lui dans ce livre de grand style en fait, assez chateaubrianesque, un peu 19e comme ça. L'ouvrage est très vite reçu, sinon comme un chef-d'œuvre, en tout cas comme un grand livre. Les explorateurs. Je hais les voyages et les explorateurs. Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m'y résoudre. 15 ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil et,
Pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre. Chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché. Et quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d'événements insignifiants ? L'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe. Elle en est seulement une servitude. Elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin, des heures oisives pendant que l'informateur se dérobe, de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie, et toujours de ces 1000 corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire. Qu'il faille tant d'efforts et de vaines dépenses pour atteindre l'objet de nos études ne confère aucun prix à ce qu'il faudrait plutôt considérer comme l'aspect négatif de notre métier. Les vérités que nous allons chercher si loin n'ont de valeur que dépouillées de cette gangue. Lévi-Strauss a des formules qui sont restées très célèbres. Oui, alors il y en a plusieurs. Il y a bien sûr la phrase inaugurale « Je hais les voyages et les explorateurs ». Vous avez « Adieu sauvage, adieu voyage ». Vous avez des moments de grande prose, en fait. Aussi proches de moi qu'une image dans les miroirs. Je pouvais les toucher, non les comprendre. J'étais parti à la recherche de la société des commencements. Et donc, oui, il y a aussi quelques formules qui restent, en fait, qui s'offrent à la méditation. Il y a aussi toute la partie sur la leçon d'écriture. C'est une étrange chose que l'écriture. Il y a beaucoup de formules qui permettent au lecteur de dériver, au fond, dans sa propre réflexion. Aubervilliers, le 29 mai 2002. Monsieur Claude Lévi-Strauss, vous ne me connaissez pas et je ne sais pas si vous répondrez à ma lettre. Je tenais malgré tout à vous écrire. J'ai 28 ans et j'enseigne la philosophie dans un lycée de Seine-et-Marne, à Meaux précisément. C'est, avec le lycée de Coulommiers, l'un des plus difficiles de l'Académie de Créteil. Les problèmes que vous abordez dans vos ouvrages, et particulièrement dans Triste Tropique, que j'ai beaucoup utilisé cette année, ont passionné mes élèves, même les plus faibles. Vous représentez à leurs yeux un type intellectuel dont ils n'avaient pas idée. Il est concret, me disent certains d'entre eux. Vous m'avez permis d'aborder les questionnements ardus et surtout de les historiciser grâce à la narration de vos voyages et de vos rencontres avec diverses sociétés. Certains élèves n'ont accepté le dépaysement par la pensée philosophique que parce qu'il était accompagné d'un dépaysement géographique. L'ailleurs intellectuel leur paraît abordable grâce à l'ailleurs tropical. Lorsqu'on a des élèves pour qui la lecture n'a aucun intérêt, surtout lorsqu'elle est scolaire, le seul moyen pour que le cours se déroule pacifiquement et qu'ils écoutent, c'est de ruser. Il est en effet très déstabilisant d'avoir des élèves qui, sans animosité contre votre personne et avec un détachement des plus naturels, ne lisent pas les textes, pas plus à la maison qu'en classe. S'énerver ne sert à rien. Le seul moyen d'intéresser les élèves, c'est de raconter des histoires en faisant de ces récits des occasions de soulever des questions et d'y insérer des textes. Il faut transformer les concepts au programme en personnages de cinéma ou de roman. Surtout de cinéma, car la littérature n'est pas la référence culturelle première de mes élèves. Vos écrits m'ont évité ces détours parfois épuisants. J'ai pu me reposer entièrement sur eux pendant un trimestre avec mes 2 terminales technologiques, dont les ACC, Action commerciale et comptabilité. Triste Tropique a plu, même aux plus récalcitrants. Non pas d'abord pour des raisons philosophiques, mais parce qu'ils voient en vous un homme de courage. Je voulais juste que vous sachiez que vous avez touché un public rétif à la spéculation, non pas par incapacité, mais à cause de conditions de vie difficiles et de l'autodévalorisation qu'ils s'infligent dès qu'il s'agit de domaines intellectuels. Quant à moi, Triste Tropique est un des plus beaux livres que j'ai lus de ma vie, très cordialement, Samia Salah. Je me suis mise à lire Triste Tropique, que j'ai trouvé évidemment très accessible, et j'ai eu envie de l'utiliser en classe de terminale en 2002, dans des classes où il n'y a que 2 heures par semaine, pour traiter la notion de la nature et de la culture. Samia Salah. Souvent, les élèves abordent la philosophie avec recul, surtout dans les sections où il y a un petit coefficient, parce que c'était des classes à coefficient 2. On a des textes classiques, et rares sont ceux qui abordent la question du corps. Genre, les textes les plus célèbres sur le corps, c'est l'ego cogito cartésien qui doute de l'existence même du corps. Sinon, c'est des exaltations du corps comme étant le lieu de pulsion chez Freud. Donc,
La plupart des textes sont intéressants, mais ils présentent le corps toujours comme une problématique négative à maîtriser ou mépriser, ou c'est le lieu du péché si on fait la religion. On peut le valoriser, mais il est toujours valorisé après les concepts que la raison, la soumission au pouvoir politique et tout. Même ceux qui l'exaltent le plus, c'est toujours le corps et en second, dernier où il n'est pas en premier. Et je trouvais qu'avec l'anthropologie, ça veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut avec le corps, mais au moins c'était le concept numéro 1. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce corps avec lequel on est, qui est source d'identité sexuelle, qu'on peut marquer jusqu'à des interventions très dures comme l'excision, l'infibulation, même si Lévi-Strauss n'en parle pas, parce que je me suis servi du tatouage pour après traiter les marquages du corps, même en dehors de l'œuvre de Lévi-Strauss, par le biais de son élève aussi, Françoise Héritier. Donc ça a fasciné les élèves. L'idée qu'on puisse parler du corps à la fois comme étant un thème central et sans le réduire à la question de du narcissisme, du péché. Et donc j'ai pu discuter du corps humain et de sa nudité, y compris avec des élèves qui avaient du mal à aborder la question du corps à cause de leurs croyances religieuses. Parce que justement, en allant loin, avec des peuplades qu'ils ne connaissaient pas, ça permettait aussi de dépassionner le sujet du corps, et donc de le libérer. Et l'idée d'un témoignage personnel me paraissait pertinente, puisque les élèves lisent énormément de témoignages, aussi bien dans la littérature classique que dans des revues telles que Voici, où les people se confient. Et après, j'ai fait un cours sur le tatouage d'après les propos de Lévi-Strauss, sur la question du tatouage chez les peuplades du Brésil, et sur le tatouage en soi, avec le marquage du corps et tout. Donc ça les a extrêmement intéressés, et ça leur a permis de dire des choses intéressantes sur eux-mêmes et leur expérience vécue, pour les garçons qui étaient déjà tatoués, pour les filles qui étaient tatouées différemment des garçons, et aussi de parler de leur rapport au maquillage et ce que ça leur faisait comme impression. Je les ai laissés parler totalement librement, hein, m'ont fait des essais très personnels, et après je les ai fait reformuler leur propre récit à travers les concepts de Lévi-Strauss, et c'était des travaux intéressants qu'ils ont pu réutiliser après en dissertation. Voilà. Et j'avais envie de leur faire découvrir quelqu'un qui était encore vivant, en leur disant, voilà, il y a quelqu'un qui a existé, il a voyagé, il a écrit. Et puis aussi, stratégiquement, parce que j'hésite pas à le dire clairement aux élèves, je leur avais dit que c'était un auteur qui est un peu abordé, mais très peu fait dans leur section, et que s'ils le maîtrisaient, ça rapporterait au bac, c'était banco. Donc un discours aussi très intéressé. Et ils l'ont accepté, ça s'est très bien passé. Et puis c'était aussi l'idée de mettre en scène des concepts à travers un récit d'abord privé. Et puis la formule aussi qui a ouvert le bouquin, ça les a intrigués. Les voyages et les explorateurs. Donc entre le moment où on a correspondu et le moment où je l'ai vu, il y a presque un an qui s'est passé. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis assise et j'ai pleuré d'émotion. Il m'a dit en face, mais remettez-vous mademoiselle. Donc c'est lui qui est venu me comment dire, je sais pas, presque me donner des selles comme dans les films à costume. Et on a commencé à discuter, et je lui ai dit que j'avais lu les structures élémentaires de la parenté pendant l'été, et il m'a dit alors ça vous a plu? Je lui ai dit je ne sais pas, j'ai absolument rien compris. Et puis on a rediscuté de choses qui m'intéressaient en sociologie, et voilà. Donc on a discuté un peu de ce qui moi m'attirait comme terrain possible. Et moi ce que je lui ai dit, ce qui m'intéressait, c'était le terrain de la boxe et le marquage du corps chez les boxeurs et les fighters en boxe anglaise, en thaïlandaise, et puis MMA, les Mixed Martial Arts. Donc c'est une discipline où debout on boxe et au sol il y a de la lutte, et c'est un terrain idéal pour l'anthropologie, justement, le marquage du corps. Donc lui, il ne connaissait pas du tout. Je lui en parle. Et là, au lieu de me dire, je ne sais pas, il m'a écouté pendant 1h30. Donc j'étais extrêmement touchée. Et ça a décidé de mon inscription en anthropologie à Nanterre un an après. Et vous avez mené cette recherche ? Alors oui, j'ai mené cette recherche il y a 5 ans en master. J'ai fait une recherche sur le rôle des femmes quand elles arrivent dans des salles de boxe où il n'y avait pas de femmes avant, en boxe anglaise, et puis dans cette discipline qui est le MMA. Donc leur rapport à la douleur, pourquoi elles se tatouent, leur origine ethnique, si elles acceptent de se définir comme ça, et puis surtout la fusion anthropologique que ça crée de se confronter à des corps masculins hyper virils quand on est soi-même une femme. Donc ça a eu des débouchés intellectuels importants pour moi.
Ça m'a ouvert des portes auxquelles je ne m'attendais pas. Parce que je ne me serais jamais inscrite en anthropologie, en préhistoire, sans Claude Lévi-Strauss. Donc je lui dois ça. Vous, Frédéric Keck, vous êtes anthropologue et vous êtes aujourd'hui directeur du laboratoire d'anthropologie sociale. Vous avez suivi Philippe Descola et Claude Lévi-Strauss qui l'a fondé. Quel rôle a joué pour vous ce livre Triste Tropique ? Alors Triste Tropique, c'est un livre que j'ai vraiment compris quand j'ai fait une thèse de philosophie sur l'histoire de l'anthropologie française, donc qui commençait avec Lucien Lévy-Bruhl, Auguste Comte, sur la question de la mentalité primitive et de la pensée sauvage, pour comprendre comment Lévi-Strauss apportait à cette histoire une inflexion particulière, notamment par son pessimisme, qui est vraiment ce qui me frappe le plus dans Triste Tropique, qui est vraiment un livre écrit dans un état de rage et de colère face à l'échec de l'anthropologie à apporter les solutions pour la société française après la Seconde Guerre mondiale. Un échec qui ne doit pas mener pour lui au renoncement, mais plutôt à la rage. C'est le terme qu'il utilise lui-même, c'est-à-dire un état de colère face à l'écart entre l'ambition qu'il avait pour l'anthropologie et la réalité institutionnelle qu'elle a à l'époque. Et donc c'est une rage qui l'incite à écrire ce livre magistral en quelques mois. Est-ce que Lévi-Strauss a consolidé une critique du système colonial, impérial, ou pas tellement finalement ? Alors, Lévi-Strauss avait vraiment cette idée, qui lui venait de sa fréquentation des bibliothèques nord-américaines, que les livres et le savoir peuvent sauver des sociétés en train de disparaître. Et c'est pour ça qu'il donne à l'anthropologie sociale une ambition véritablement de sauvetage de ces sociétés dont il pensait, comme la plupart des observateurs de l'époque, qu'elles allaient disparaître. Et puis ensuite, dans les années 80, il a reconnu qu'elles ne disparaissaient pas, qu'elles avaient une forme d'inventivité qui leur était propre, et il s'en est réjoui. Mais du coup, sa critique du colonialisme et de l'expansion européenne ne va pas jusqu'à remettre en question le savoir européen lui-même, puisqu'il pense, en tout cas au moment de Triste Tropique, que ce savoir peut sauver les sociétés. Ce qui est assez beau dans Triste Tropique, c'est justement son côté très rousseauiste, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un pari sur le savoir européen, sur l'écriture en fait, comme possibilité de sauver ce qui va être détruit, et en même temps il y a la conscience quand même sous-jacente que tout cela est vain et que le monde va disparaître. Et la littérature est le lieu de cette ambivalence entre projet de sauvetage et conscience de sa vanité. Il y a 20 ans, la forêt d'ici regorgeait de faune et de flore. La venue de l'homme blanc dans la région a détruit la nature et a fait disparaître la chasse traditionnelle. 80% des terres autour du territoire Nambiquara sont des champs de soja. Les fruits et le gibier qui nous alimentaient ont disparu. J'enseigne depuis 10 ans. Je travaille avec des enfants et des adultes. Le professeur a un rôle de chercheur. Quand il est arrivé ici en 1938, Claude Lévi-Strauss est venu enquêter sur la vie des Nambiquara. Pour moi, c'est la même chose. Je suis professeur, donc je suis chercheur. Si je ne connais pas l'histoire de mon peuple, je ne peux pas prétendre transmettre quoi que ce soit à mes élèves. Eu nunca serei professeur de verdade para transmitir para os alunos. Grâce à mes lectures, j'ai pris connaissance du travail de Lévi-Strauss. Je voulais savoir par où il avait commencé, par où il était passé,
comment il s'est retrouvé au milieu des Nambikwara et d'autres ethnies. Alors il faut noter que Triste Tropique a été lu par les Indiens d'Amazonie. On a une célèbre photo dans le livre de Saudeste au Brésil, qui est un livre de photographie publié par Lévi-Strauss dans les années 90, où on voit donc des Nambikwara qui lisent Triste Tropique. Et donc Lévi-Strauss n'en était sans doute pas conscient au moment où il rédigeait Triste Tropique, mais ce livre, par sa diffusion, multiples traductions, a permis aux Indiens d'Amazonie aussi de se réapproprier leur culture. Et Lévi-Strauss, d'ailleurs, dans les années 80, a fait un voyage avec le président Mitterrand pour retrouver ces sociétés. Mais vraiment, au moment où il rédige Triste Tropique, il pense que ces sociétés vont disparaître, ce qui explique le pessimisme du livre. Et il ne pense pas que ce soit un outil de communication ou de collaboration avec ces sociétés. Il s'agit plutôt pour lui, je crois, de s'adresser à la conscience européenne dans justement la réflexion sur son expansion, sa croissance. Triste Tropique contient une critique radicale de la civilisation occidentale et de ses effets sur le reste du monde. Bon, à un moment donné, si je me souviens bien, Lévi-Strauss parle de la civilisation occidentale comme, je le cite, d'un cataclysme incompréhensible et monstrueux. Lévi-Strauss explique que l'essor de la civilisation occidentale, civilisation industrielle, etc., a été pour toute une partie du reste du monde une véritable catastrophe. Et il montre extrêmement bien, et c'est une des critiques les plus fortes que je connaisse, que ce qu'on a appelé le sous-développement, le caractère désastreux de la situation sociale dans un certain nombre des pays soumis par la colonisation à la civilisation occidentale, est le revers de l'expansion coloniale, le revers de la civilisation occidentale. Je veux dire, c'est comme l'envers et l'endroit d'une même médaille. Et ça, c'est une des critiques les plus fortes que je connaisse, parce que même à l'époque, la notion de sous-développement commençait à se répandre, mais elle était traitée indépendamment de la colonisation et indépendamment de l'essor occidental. Il considérait que c'était un problème des pays considérés. C'est pas du tout un problème des pays considérés, c'est le fait qu'ils aient été soumis à cette invasion et à cette forme de colonisation. Alors ça, c'était un premier point. Ça, c'est très important. Et encore aujourd'hui... Encore aujourd'hui, oui, je trouve que c'est... Lévi-Strauss passe pour un homme conservateur, ce qu'il était à certains égards. Mais en même temps, sa critique de la civilisation occidentale et de la colonisation européenne est une des plus radicales que je connaisse. 20 ans, mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous on prend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui est fan de choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, l'Apache de Belleville viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos chèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée. Chaque époque projette dans Triste Tropique ses propres préoccupations? Ou est-ce que Triste Tropique se prête comme un miroir pour chaque époque? C'est en cela que Triste Tropique est une grande œuvre, parce que effectivement, elle est disponible pour toutes sortes d'interprétations. Vincent Debanne. Dans les années 50, on lit Triste Tropique au prisme de l'angoisse de la Troisième Guerre mondiale, pour dire les choses rapidement.
Dès la fin des années 50, on lit Tristes tropiques au prisme du tiers-mondisme, en fait. 55, c'est l'année de parution de Tristes tropiques, c'est aussi l'année de la conférence de Bandung, donc c'est l'année où s'affirment les pays non alignés. C'est aussi une période marquée fondamentalement par la décolonisation et l'accession à l'indépendance des anciens pays colonisés. Et donc, même si au fond, les Nambikuara sont pas des Indiens, enfin, ils sont pas victimes d'une colonisation, en tout cas d'une colonisation impériale, type française ou britannique, les années 60 vont trouver dans Tristes tropiques quelque chose comme l'emblème de la lutte du faible contre le fort. Ce qui frappe aujourd'hui quand on lit Tristes tropiques, c'est la dimension écologique, en fait, le questionnement sur la place de l'humanité et son rapport à son environnement. Il y a vraiment une réflexion poussée sur la civilisation occidentale comme porteuse non pas de progrès mais de destruction. D'abord, il y a une critique de la civilisation mécanique, ce que Lévi-Strauss appelle la civilisation mécanique, de la prolifération technologique. Il y a un doute sur les bienfaits du progrès technique, ce qui est assez curieux parce que on est quand même au milieu des 30 Glorieuses, dans une période de reconstruction où le progrès semble être la clé du bonheur individuel et social à venir. Et Lévi-Strauss intervient avec ce questionnement-là, qui est plus ou moins reçu à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'entend pas la dimension, par exemple, écologique du livre, qui aujourd'hui nous frappe, en fait. Je pense que les gens qui vont lire Tristes tropiques aujourd'hui, c'est ça qu'ils vont retenir d'abord, ça nous saute aux yeux. C'est un plaidoyer écologique avant la lettre, qui consiste à considérer l'humanité comme une espèce vivante parmi d'autres, avec des obligations, enfin avec des droits, mais surtout des obligations à l'égard du reste du vivant. Et alors cet aspect-là, qui aujourd'hui nous frappe comme étant à la fois prophétique et pertinent, n'est pas reçu, n'est pas perçu à l'époque. Il y a une colère de Claude Lévi-Strauss qui s'exprime dans Tristes tropiques contre la dimension prédatrice de la modernité occidentale. Est-ce que c'est un sentiment aussi qui vous appartient, Nastasia Martin ? Oui, absolument. D'ailleurs, je voudrais dire que mon premier projet de recherche que j'avais envoyé à Philippe Descola, qui ensuite est devenu mon directeur de thèse, donc mon projet de master s'appelait Par-delà le triste Arctique. Mais parce que, en réalité, j'ai vraiment été confrontée aux mêmes choses en arrivant sur le terrain, dans le Grand Nord. Donc, en l'occurrence, c'était en Alaska chez les Gwich'in, mais c'est très difficile d'arriver chez des populations qu'on croyait, encore dépositaires de formes de vie différentes, justement. Mais la première chose, finalement, qui saute au regard, c'est à quel point leur monde est en train de s'effondrer sous le double effet de la colonisation et des moyens de production de notre modernité qui entraînent de fait le changement climatique et la disparition des espèces avec lesquelles ces collectifs vivent. Donc évidemment, ça met en colère. Après, comme Claude Lévi-Strauss, je me suis attachée à essayer de finalement traquer toutes les formes sensibles, les détails encore présents au sein de ces sociétés qui dénotaient que finalement la cosmologie en question, c'est-à-dire ce rapport particulier au monde qu'ils ont, n'était pas complètement détruit. Et c'est ce que Claude Lévi-Strauss fait dans Tristes tropiques lorsque il étudie les peintures faciales des femmes Caduvéo, qui vivent pourtant dans un état de pauvreté et de précarité extrême. Mais ces peintures faciales sont bel et bien toujours là. Et c'est peut-être tout ce qu'il y a ou tout ce qu'il reste, mais c'est extrêmement important parce que c'est là que vient s'exprimer toute leur cosmogonie. Et pour moi, le travail de l'anthropologue, en tout cas tel qu'il se dessine aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est de s'intéresser à qu'est-ce qu'il reste, en fait, et comment ce reste a encore de la puissance et du pouvoir pour non seulement pour dire des choses de ces autres mondes, mais aussi pour peut-être être en mesure de répondre à la modernité et à ses effets de manière efficace et actuelle. J'écris depuis des années autour des confins, de la marge, de la liminarité, de la zone frontière, de l'entre-deux-mondes. À propos de cet endroit très spécial où il est possible de rencontrer une puissance autre, où l'on prend le risque de s'altérer, d'où il est difficile de revenir.
je me suis toujours dit qu'il ne fallait pas se faire prendre au piège de la fascination. Dans les pas de Tristes Tropiques, l'anthropologue Nastasia Martin explore dans son récit Croire aux fauves sa rencontre totale avec un ours. Sur une montagne du Kamchatka, où la conception animiste du monde semble ne laisser aucune place au hasard. Elle poursuit. Je suis allée au bout de la rencontre archaïque, mais je suis revenue, puisque je ne suis pas morte. Il y a eu hybridation, et pourtant je suis toujours moi. Enfin, je crois. Quelque chose qui ressemble à moi, les traits du masque animiste en plus. Je suis inside out. Le fond animiste des humains, c'est le visage déformé du masque. Moitié homme, moitié phoque. Moitié homme, moitié aigle. Moitié homme, moitié loup. Moitié femme, moitié ours. Le dessous du visage, le fond humain des bêtes, c'est ce que l'ours voit dans les yeux de celui qu'il ne devait pas regarder. C'est ce que mon ours a vu dans mes yeux. Sa part d'humanité, le visage sous le visage. Je pense qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit a besoin que les chercheurs déballent un petit peu leurs secrets et partagent finalement ce qu'il se passe dans les coulisses de ce métier. Par le geste d'écriture, ces boîtes noires que l'on tenait finalement bien cachées se dévoilent d'abord à nous-mêmes et donc ensuite sont partageables avec d'autres et elles prennent sens dans ce mouvement-là. Et c'est ça le mouvement de la restitution. Donc le mouvement aussi de traduction, finalement d'une traduction peut-être plus authentique. Et pourquoi est-ce que c'est important d'aller dévoiler ces boîtes noires ? Qu'est-ce qui émerge au travers de ce dévoilement, qui est celui aussi que cherchait Lévi-Strauss à travers ce livre et que vous décrivez là ? Pourquoi est-ce que c'est important d'aller vous montrer cet au-delà de la grande théorie de l'anthropologue ? C'est très important parce que ça montre que nous sommes, nous aussi, traversés par les mondes que nous étudions. Nous ne faisons pas que les traverser, nous sommes nous-mêmes traversés et ils nous changent, ils nous métamorphosent. Et si vous dites cela change complètement le fait d'étudier une cosmologie par et pour elle-même, hors de vous, comme un objet qui n'a aucune influence sur vous. Là, d'un seul coup, elle devient sujet, c'est-à-dire elle devient puissante, puisqu'elle a les moyens de vous faire bouger non seulement dans vos convictions, mais aussi dans vos rêves, dans votre esprit, dans votre corps, etc. Et donc de retraduire ce mouvement-là et de se donner les moyens de le partager avec le plus grand nombre, c'est de dire, même au sein de notre modernité, on peut bouger intérieurement. Et lorsqu'on bouge intérieurement, poussé par des êtres de l'extérieur, si on est nombre à bouger intérieurement, on peut changer le monde pour potentiellement montrer la voie d'une métamorphose, pas seulement personnelle, mais qui pourrait peut-être être collective. Dernière page de Tristes Tropiques. Pas plus que l'individu n'est seul dans le groupe et que chaque société n'est seule parmi les autres, l'homme n'est seul dans l'univers. Lorsque l'arc-en-ciel des cultures humaines aura fini de s'abîmer dans le vide creusé par notre fureur, tant que nous serons là et qu'il existera un monde, cette arche ténue qui nous relie à l'inaccessible demeurera, montrant la voie inverse de celle de notre esclavage et dont, à défaut de la parcourir, la contemplation procure à l'homme l'unique faveur qu'il sache mériter. Suspendre la marche, retenir l'impulsion qui l'astreint à obturer l'une après l'autre les fissures ouvertes au mur de la nécessité et à parachever son œuvre en même temps qu'il clôt sa prison. Cette faveur que toute société convoite, quelles que soient ses croyances, son régime politique et son niveau de civilisation, où elle place son loisir, son plaisir, son repos et sa liberté. Chance, vitale pour la vie, de se déprendre et qui consiste, adieu sauvage, adieu voyage,
pendant les brefs intervalles où notre espèce supporte d'interrompre son labeur de ruche, à saisir l'essence de ce qu'elle fut et continue d'être, en deçà de la pensée et au-delà de la société, dans la contemplation d'un minéral plus beau que toutes nos œuvres, dans le parfum plus savant que nos livres, respiré au creux d'un lys, ou dans le clin d'œil alourdi de patience, de sérénité et de pardon réciproque, qu'une entente involontaire permet parfois d'échanger avec un chat. C'était Livre culte pour lecteurs rebelles. Triste Tropique, l'invitation au décentrement. Avec Vincent Debanne, Nastasia Martin, Frédéric Keck, Emmanuel Terret et Samia Salah. Extrait du documentaire Le siècle de Lévi-Strauss de Jean-Claude Bringuier aux éditions Montparnasse. Prise de son, Xavier Lévesque, Bernard Laniel, Gilles Gallinaro. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Anna Smuk.